Chaque jour, plus de 100 000 tonnes de verre sortent des fours à travers le monde. En une seule semaine, une usine peut recevoir des milliers de tonnes de sable. Et tout commence avec une poudre d'apparence banale, la silice, d'une pureté exceptionnelle. Comment passe-t-on de la simple poussière à une plaque de verre limpide comme l'air? Et pourquoi un matériau qui semble fragile résiste-t-il à la chaleur, à la pression et au choc? La réponse réside dans une combinaison précise: composition, température et temps, maîtrisée dans des marges infimes. Lorsque le mélange parfait rencontre une chaleur extrême, le sable cesse d'être du sable et devient du verre, de façon contrôlée, reproductible, industrielle. L'air vibre sous la chaleur, les parois résonnent sous les chocs métalliques. La masse en fusion commence à prendre forme. Cela paraît simple, mais obtenir une plaque parfaitement plane est l'une des opérations les plus complexes de toute l'industrie. Ici, c'est le temps qui commande. Un simple décalage de quelques secondes peut créer des vagues, des bulles et faire grimper les coûts. Le contexte en explique l'importance. Le verre se retrouve dans les façades, les voitures, les appareils ménagers et les écrans. Dans le bâtiment, il combine rigidité, stabilité et transparence. Il est partout, mais rares sont ceux qui se demandent ce qui le rend possible. L'histoire est ancienne. Il y a des millénaires, certaines civilisations chauffaient le sable avec des fondants pour obtenir des masses vitrifiées destinées à des perles ou des amulettes. Le grand tournant arrive en 1959, quand Alastair Pilkington invente le procédé du float glass. Le verre fondu flotte sur un bain d'étain liquide, ce qui permet d'obtenir une surface parfaitement lisse et uniforme. Les coûts chutent, la qualité grimpe et les vitres perdent les ondulations des procédés anciens. Mais rien ne commence sans matière première adaptée. Tous les sables ne conviennent pas. La silice doit être pure et homogène. Dans certaines régions, elle se trouve sous forme de veines rocheuses. L'extraction passe par le forage, les charges explosives contrôlées et l'enlèvement rapide du minerai. Viennent ensuite les étapes de lavage, de tamisage et de tri qui éliminent les impuretés. L'étape de séchage réduit l'humidité pour garantir une réactivité constante au four. Emballé en big bags ou livré en vrac, le sable rejoint l'usine. Dans la zone de préparation, des silos métalliques alimentent des doseurs de haute précision. La recette de base associe sable siliceux, carbonate de sodium et carbonate de calcium. Le premier abaisse le point de fusion, le second apporte la stabilité de la structure. On y ajoute du calcin, du verre recyclé, afin d'économiser de l'énergie et d'accélérer la fusion. Si un ton ou une couleur est requise, des oxydes métalliques sont incorporés. Le cobalt pour le bleu, le fer pour les teintes vertes, le sélénium pour certaines nuances rouges. Des mélangeurs puissants assurent l'homogénéité complète du lot. Pourquoi ne pas tout verser directement dans le four? Parce que des grumeaux d'additifs créeraient des zones à viscosité différente, provoquant bulles et stries. Un mélange uniforme est la garantie d'un verre parfait. Le cœur du processus est thermique. Le mélange entre dans le four par des trémies d'alimentation. Des flammes alimentées au gaz ou en oxycombustion élèvent la température à environ 1600 à 1650 degrés Celsius. La voûte réfractaire renvoie la chaleur, les brûleurs régulent la puissance et des capteurs surveillent la moindre variation. L'atmosphère est infernale. Gants en Kevlar, visières et protections intégrales sont indispensables. Le rayonnement blanc-jaune semble presque tangible. À l'intérieur, la fusion s'opère. Les grains perdent leur forme, réagissent et deviennent un liquide visqueux. Des systèmes mécaniques éliminent les bulles et homogénéisent la masse. Le verre reste à haute température le temps nécessaire à la clarification, c'est-à-dire à l'expulsion des gaz dissous. Plus le bain est stable, plus le verre sera pur et transparent. Quand le liquide atteint la bonne viscosité, il s'écoule vers la zone de formage. Dans les lignes de float glass, il glisse sur le bain d'étain. Dans les ateliers artisanaux, il sort de creusets vers des rouleaux de laminage. Dans tous les cas, 3 paramètres dominent: viscosité, épaisseur
et planéité. L'opérateur prélève la matière en fusion avec des louches métalliques préchauffées. Trop froides, elles collent au verre, trop chaudes, elles en altèrent la surface. Après chaque prélèvement, les outils sont nettoyés et refroidis. Selon l'épaisseur ou la couleur voulue, chaque louche transporte de quelques à plusieurs dizaines de kilos. Pour les teintes denses, plusieurs louches sont combinées pour garantir l'uniformité du ton. Sur la table, la masse est travaillée. Les outils de fer la plient, l'étirent et la rassemblent pour obtenir le dessin et la coloration souhaités, sans troubler la matière. Trop peu de mélange donne des dégradés irréguliers. Trop, et la couleur perd de sa profondeur. Le point parfait dépend du temps, de la chaleur et du savoir-faire. Sous les rouleaux, la masse est étalée par pression contrôlée. Les cylindres calibrés l'aplatissent à l'épaisseur exacte. Les surfaces doivent rester propres pour éviter toute empreinte. À la sortie, la plaque encore souple passe immédiatement dans le four de recuisson. La recuisson, ou annealing, marque la transition du liquide au solide stable. La plaque entre dans un tunnel chauffé, puis refroidit lentement selon une courbe de température soigneusement définie. Ce refroidissement progressif détend les tensions internes. Sans lui, le verre se fissurerait de lui-même ou céderait à la moindre contrainte. Quand la plaque devient rigide et stable, elle passe à la finition. La lumière change, les teintes finales apparaissent et la matière devient visiblement solide. Elle est ensuite acheminée vers le découpage, l'inspection et l'emballage. Le domaine thermique laisse place au contrôle géométrique et à la qualité. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour réfléchir à ce qui vous a le plus surpris jusqu'ici. La suite du processus repose sur 3 mots: flux, vitesse et précision. À la sortie du tunnel de recuisson, la plaque subit le premier contrôle. Les opérateurs examinent la brillance, la couleur et l'épaisseur à l'aide d'instruments optiques. Les moindres ondulations, cordes ou bulles résiduelles sont repérées sous un éclairage rasant. Si la pièce ne respecte pas les normes, elle retourne en calcin dans le mélange. Ce recyclage interne réduit la consommation énergétique et stabilise le four. Vient ensuite la découpe. Des inciseurs à pointe de carbure ou de diamant synthétique tracent une fissure contrôlée. Une légère pression suffit à séparer la plaque le long du trait. Les bords sont ensuite ébavurés pour éliminer les micro-fissures. Les formats standards facilitent le stockage et le transport. Dans les usines modernes, tout est automatisé. Mesures, marquages et ruptures se font avec une précision millimétrique. Pourquoi refroidir lentement lors de la recuisson? Parce que le verre est amorphe. Il ne cristallise pas comme le métal. Un refroidissement brutal crée des contractions différentes selon les couches, emprisonnant des tensions. Le tunnel de recuisson libère cette mémoire mécanique, garantissant stabilité dimensionnelle et durabilité. Après la découpe, l'inspection devient encore plus stricte. Des caméras haute résolution détectent des défauts invisibles à l'œil nu. Des capteurs mesurent en continu la planéité, l'épaisseur et la teinte. Des échantillons subissent des tests de résistance, de choc thermique et d'abrasion. Tous les résultats alimentent la base de données de l'usine. À la moindre anomalie, on remonte jusqu'au four ou au dosage initial. L'énergie mérite une attention spéciale. Le calcin fond plus vite que les matières vierges. Il permet donc de réduire la température de fusion, d'économiser du combustible et de prolonger la durée de vie des réfractaires. Le cycle est circulaire: casser, récupérer, nettoyer, doser et réintroduire. Les outils suivent le même soin. Louches, fourches et rouleaux sont entretenus sans relâche. Des surfaces impeccables empêchent d'en les inclusions. Le cycle reste continu. Préparer, chauffer, former, recuire, découper, inspecter, emballer. À l'expédition, la protection est essentielle. Des cales empêchent les plaques de se toucher. Des sangles et coins renforcés répartissent la charge. Chaque palette reçoit une étiquette indiquant le lot, les dimensions, l'épaisseur, la teinte et la traçabilité complète. Selon la destination,
La plaque subira ensuite d'autres traitements, trempe ou laminage pour la construction, cintrage et sécurité pour l'automobile, revêtement fonctionnel pour l'électronique. Observer toute la ligne révèle un paradoxe fascinant. C'est du sable, mais il se comporte comme un métal liquide. Fragile s'il est mal géré, robuste une fois maîtrisé. Transparent, mais regorgeant de détails invisibles qui définissent ta qualité. Les chiffres illustrent la dimension du processus. Un seul creuset peut produire plusieurs dizaines de plaques par jour. Les grandes installations, avec plusieurs fours, atteignent des centaines. Le travail est ininterrompu. Un four ne s'éteint jamais. L'arrêter et le rallumer coûteraient trop cher en énergie et en maintenance. Ainsi se clôt le cycle fondamental. Dosage précis, fusion stable, clarification maîtrisée, formage propre, recuisson contrôlée, découpe nette, inspection rigoureuse et recyclage intégré. C'est ainsi que naît une plaque prête à être transformée selon sa destination finale. Nous voici au sommet du processus. Transformer la plaque de base en produit fini pour les façades, les véhicules et les écrans. Trempe, laminage et revêtement changent profondément le comportement du verre. Dans la trempe, la plaque est portée à une température critique puis refroidie par des jets d'air à haute vitesse. La surface entre en compression permanente, le cœur en traction. Résultat, une résistance accrue aux chocs et aux variations thermiques. En cas de rupture, le verre se fragmente en petits morceaux non coupants. Les fours modernes, dotés de capteurs précis, limitent les déformations et conservent la planéité. Le laminage consiste à assembler 2 ou plusieurs plaques autour d'un film polymère, PVB, EVA ou équivalent. Pression et chaleur assurent une adhésion totale. Si la plaque se casse, les morceaux restent collés au film, garantissant sécurité et intégrité. Dans les façades et pare-brise, cette propriété est vitale. Les intercalaires peuvent aussi filtrer les UV, réduire le bruit ou apporter des teintes colorées. Les revêtements ajoutent des fonctions. En ligne, on dépose des couches d'oxyde pour le contrôle solaire ou l'auto-nettoyage. Hors ligne, le sputtering dépose des couches métalliques et diélectriques qui modifient réflexion, transmission et couleur. Les écrans exigent des surfaces dures, anti-reflets et résistantes aux rayures. Un point crucial, le verre trempé n'est pas indestructible. Il supporte mieux les contraintes, mais reste vulnérable aux chocs hors normes ou aux défauts de bord. C'est pourquoi toutes les découpes et perçages doivent être faits avant la trempe. Revenons à la logique d'ensemble. Sans fusion homogène ni recuisson correcte, ces traitements avancés seraient instables. Les tensions résiduelles peuvent provoquer des ruptures inattendues. Le cœur du savoir-faire reste la base thermique et chimique. Imaginez toute la chaîne en mouvement. Les silos vibrent, les doseurs libèrent la matière, le four crache sa lumière blanche, la masse coule sur les rouleaux, le tunnel de recuisson apaise les tensions, la bande arrive au poste de découpe, les caméras scrutent, les chariots empilent les palettes prêtes pour la trempe ou le laminage. Une innovation a tout changé. Le procédé float de 1959. Avant lui, les plaques étaient irrégulières et ondulées. Après, elles sont devenues parfaitement planes, ouvrant la voie aux façades géantes et aux écrans haute définition. Les applications expliquent cette exigence extrême. Dans les façades unitisées, la moindre variation gêne l'assemblage. Dans un pare-brise, une simple bulle peut compromettre la sécurité. Dans un écran, une poussière minuscule crée un pixel défectueux. Tout renvoie aux fondamentaux. Sable pur, mélange homogène, bain stable, outils propres, refroidissement maîtrisé et inspection continue. À l'échelle mondiale, la production dépasse plusieurs dizaines de milliers de tonnes par jour. Des chaînes logistiques entières transportent sable, calcaire, soude et calcin. L'énergie, la maintenance et la précision sont les coulisses invisibles de chaque vitre et de chaque écran que nous utilisons. Après avoir vu ce qu'il se passe derrière cette lumière aveuglante, on ne regarde plus jamais une fenêtre de la même façon.
Le verre n'est pas qu'un matériau transparent. C'est le résultat d'un contrôle thermique et chimique absolu, soutenu par une coordination humaine au millimètre. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur de la matière. Dans le prochain épisode, nous comparerons la trempe, le laminage et les revêtements à travers des tests réels de résistance et de chaleur. À très bientôt!